Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin, Antoine? Vous écoutez Antoine. Aime le rock. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Antoine et ses copains aiment le rock. Je suis en compagnie de Benjamin Durand. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Antoine. Et bienvenue donc dans cette nouveau podcast tout simplement. On va continuer dans la série des lives, on a fait les 60s, les 70s. On va faire les 80s, donc les 10 meilleurs lives ou témoignages live en vidéo, enfin tout ce qui est officiel et qui est important dans les années 80. En gros, si on devait revenir dans le temps, quels seraient les 10 groupes pour leur performance marquante de cette décennie-là, on aurait aimé voir? On prend aussi en compte, bien sûr, les captations, la façon de filmer. Enfin, bref, voilà, c'est nos 10 témoignages live qu'on préfère, dans un ordre qui n'a pas trop d'importance. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas, vous aussi, à nous suggérer des vidéos. Je ferai une playlist YouTube pour ça, avec des extraits de chaque concert. Du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Allez, que vous soyez abonnés à la chaîne YouTube, bah oui, bien sûr. D'abord, on paye d'abord. C'est moi qui commence, c'est pas évident parce que j'ai pas du tout d'ordre. Commençons avec un album de Bob Dylan qui s'appelle Real Life, enregistré sur la tournée donc qui a suivi, si je dis pas de bêtises, l'album Infidels, tout à fait, produit par Mark Knopfler. Mark Knopfler ne pouvant faire la tournée, c'est Santana qui le remplace au pied levé, et donc les guitares sont tout simplement assurées par Santana et Mick Taylor, le fameux guitariste des Rolling Stones, l'ex-guitariste des Rolling Stones. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette tournée? C'est que c'est une des plus grosses tournées de Dylan, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'il passe dans des endroits assez gigantesques. D'ailleurs, à Paris, c'était tout simplement au Parc de Sceaux, où il y a eu très peu de concerts. Je pense que Madonna a dû y jouer, mais ouais. Dans les gros concerts... donc ça s'appelle Real Live et pas Life, qui est enregistré principalement en Angleterre et en Irlande. C'est Wembley, St James Park à Newcastle et en Irlande aussi à Slane Castle. Donc on y retrouve, c'est un album simple, on y retrouve vraiment une espèce de best-of de Dylan. Assez peu de morceaux du dernier album finalement. Oui. Benjamin, tu connais un peu ce disque? Donc on a Highway 61 qui ouvre l'album, Aggie's Farm, Tangled Up in Blue qui ouvre la phase B, et voilà quoi, c'est marrant de voir quand même ce groupe avec Ian McLagan, donc ex Small Faces, Carlos Santana, d'ailleurs qui est que sur Tombstone Blues, ça qui est bizarre, et Mick Taylor à la guitare et Greg Sutton à la basse, c'est ça. C'est Colin Allen et c'est produit par Glyn Jones, et c'est un album en fait ça illustre aussi un peu tout ce qui est devenu l'industrie des tournées des baby boomers qui jouent dans des endroits de plus en plus difficiles à maîtriser au niveau du son. On en reparlera avec d'autres exemples après. Et c'est vrai on n'a pas cité énormément je me souviens pas dans les années 70, peut-être que je parle de Bob Dylan en 75 avec The Band, je sais plus, mais faudrait qu'on le réécoute. Moi j'en parle, je cite la Rolling Stone Review. Oui, voilà. Et en 66, on en parle pour le fameux Royal Albert Hall qui est enregistré à Manchester, en fait. Donc voilà, parce que Dylan reste Dylan et parce que Dylan a des compositions qui sont hors nature. Il commence un peu à déstructurer ses chansons, mais voilà, c'est un disque qui est important et j'aime bien me faire la doublette Infidels et dans la foulée le Real Life. C'est assez court et ça s'écoute très bien, pas grand chose à dire de plus. Il y avait quand même pas mal d'albums live qui sortaient dans les années 80 et qui marchaient bien. Je pense qu'il y avait quand même une ère du live. On va en reparler avec d'autres groupes, mais Real Live qui est d'ailleurs un des rares, ce qui est peut-être son dernier album live officiel, non? Si l'Unplugged peut-être qui est sorti. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'après est-ce que tu incorpores les lives de la Rolling Stone des bootleg series aussi? Bah oui, même en incorporant ça, il n'y a pas grand chose qui est sorti après 84. Enregistrement post-84, de Dylan live post-84, si, il y a l'album live avec le Grateful Dead, Dylan and the Dead. Ouais, mais c'est un peu... c'est un enregistrement live de Bob Dylan qui chante les chansons de Bob Dylan. Mais c'est encore dans les années 80. Ouais, c'est en 87, un truc comme ça. Il n'y a toujours rien d'officiel concernant le Neverending Tour qui a commencé à aller aux alentours de 90. Il y a des bouts qui sont dans le coffret Bootleg Series qui correspondent à la période
89, 2000, 2001. Ouais. Il y a des chansons, il y a à peu près une dizaine de chansons qui sont des captations live de chansons qui appartiennent, mais uniquement qui appartiennent à ce catalogue de chansons publiées sur ses albums entre 89 et 2001. D'accord. Juste petite précision, c'est que Santana faisait pas partie de la tournée en permanence et il est en guest sur le morceau, donc Tombstone Blues, qui clôture l'album. Voilà pour mon numéro 10, à toi Benjamin. Eh bien, en numéro 10, je choisis... j'avais envie de mettre un témoignage live des Jams, et j'ai découvert... en faisant l'émission ? En faisant l'émission, cet album qui est un concert complet, plus qu'une compilation de live, qui est en fait contenu dans l'édition deluxe du dernier album des Jams qui s'appelle The Gift, et qui est donc un concert enregistré à la Wembley Arena, dans le cadre de la tournée d'adieu, assumée comme telle, donc des Jams à l'hiver, fin de l'année 1982. D'accord. Et où le groupe joue absolument génialement. Il est secondé par... il y a en plus du groupe, du trio, un clavier et une section de cuivre. D'accord. Et la setlist est juste mortelle. On sent que... Autour de Weller, les deux autres, ils n'auront plus leur moment de gloire après ça, et ça a été le cas d'ailleurs. Et donc, du coup, ils donnent absolument tout ce qu'ils ont. Donc, le groupe s'appelle The Jam. Et voilà, donc, un super témoignage. Donc, c'est que de l'audio, on n'a rien en vidéo Non, enfin, il y a des trucs vidéo qui ont été filmés, il y a des captations de... Je sais plus quoi, mais rien qui soit sorti en tant que tel, il me semble, en vidéo, mais il y a des versions de la tournée 82 qui existent aussi. D'accord. Enfin, moi, j'en ai vu notamment dans l'excellent documentaire rétrospectif sur la carrière de Weller qui s'appelle Into Tomorrow. Du coup, ils font un espèce de best-of de tout ce qu'ils ont fait. Ouais, avec des reprises aussi. Il y a notamment évidemment la reprise. Voilà, c'est Wembley Arena du 2 décembre 82. Hein. Voilà, c'est exactement ça. C'est même sorti, en vinyle récemment, il y a 2 ans. D'accord, bah voilà. Oui, c'est un gros set. Bon, les morceaux sont assez courts, mais t'as un gros double live. Voilà, effectivement, il y a la reprise de Curtis Mayfield, Move On Up, qui est assez explosive. Et il y a aussi la reprise des Small Faces, Get Yourself Together. Ouais. Non, c'est un super disque, un superbe disque. Ils ont sorti pas mal de live, les Jams récemment, de toute façon, en 33, là, c'est... Ouais, il faut se replonger là-dedans. Et donc c'est la dernière tournée avant qu'ils fassent Style Council, quoi. Ah, et puis c'est la tournée en plus qui commence alors que les Jams ont annoncé leur séparation. Oui, c'est la vraie tournée d'adieu. Donc les gens y vont, et puis c'est un vrai traumatisme en Angleterre. Hein, de toute façon, dans les années 80, il y a deux séparations de groupes qui sont complètement dramatiques, qui occasionnent limite des scènes d'émeute. C'est l'annonce de la séparation des Jams et celle des Smiths en 87. C'est vraiment deux événements super importants, et en plus Weller va, dès les premiers mois de 83, sortir les premiers singles du Style Council. Ouais, donc ça sera entériné. Voilà. Tout espoir de reformation sera... Bah oui. Seront complètement foutus en l'air. Du coup, mon numéro 9, alors qu'est-ce que je vais choisir dans mon numéro 9 ? Je parlais des Clash, tiens, on est sur les Jams. Alors pourquoi parler des Clash, qui est un live célèbre, qui est enregistré au Shea Stadium en 82, il me semble. Concert, pour la petite anecdote, qui était une première partie des Who. Voilà, c'était un espèce de double affiche incroyable. Incroyable. Surtout pour les Clash, plus que pour les Who. Du coup, c'est drôle parce qu'ils jouent dans des conditions un peu... c'est quand même une drôle de combinaison, les Clash et les Who. Hein. Les Who qui sont... le DVD des Who est ressorti, c'est assez abominable. Et on a un DVD qui est ressorti il y a quelques... Je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait pas si longtemps que ça c'est ressorti en DVD, non. Ça. Donc ouais, ça a eu en 82 aussi, donc voilà, c'est le concert, tout simplement... C'est la tournée d'adieu des Who, et c'est les derniers concerts des Clash aussi, non, quelque part. Ah, c'est plus compliqué au niveau des Clash, parce que déjà c'est la tournée Combat Rock, qui dispose de deux super méga tubes
pour les Clash que sont Rock the Casbah et Should I Stay or Should I Go. Même si en fait Should I Stay or Should I Go deviendra un méga tube après la séparation des Clash à la faveur d'une pub pour des jeans américains. Levi's, que tu veux pas citer. Voilà. Lewis, comme disait mon grand-père. D'accord. Et Topper Eden a déjà été viré. Ouais, c'est ça. Donc c'est Terry Chimes qui est à la batterie. Donc il y a ça et non pas Topper Eden. Et il n'y a pas non plus Mick Jones qui se fait virer pendant la tournée. C'est l'année d'après. D'accord. C'est en 83 que Mick Jones est viré. Mais après ça, les Clash continueront, mais alors ils redescendront sur un truc beaucoup plus low profile et avec donc uniquement Joe Strummer et Paul Simonon qui survivent de la formation classique des Jam. Et là, ils feront des tournées en Angleterre, mais dans des salles beaucoup plus confidentielles, jusqu'à l'arrêt total du groupe. Clash quand même. Oui, et puis sortir un album aussi qui aura son mini-tube, enfin, excellente chanson d'ailleurs, This is England, mais ils laisseront tout tomber en 85. Moi, ce qui me plaît, c'est pour ça que j'ai choisi ce disque, je vais pas dire que les Clash c'est un groupe de compil, je me permettrai pas de dire ce genre de choses, mais en tout cas de mon point de vue qui ne connaît pas par cœur tous les albums, c'est un très très bon disque, écouté fort sur une chaîne hi-fi, et les versions sont hyper survitaminées, et on a une belle collection de chansons des premiers albums, de tout, des premiers albums de London Calling, du premier, de Sandinista, de Combat Rock, de Combat Rock évidemment, qui est l'album dont ils font la promo, et donc voilà, gros concert, et je pense que ce soir-là ils ont largement volé la vedette. Concert très agréable à suivre, très bien filmé, et acheter pour rigoler, regarder dans la foulée les Who qui délivrent une performance morbide, vraiment indigeste. Et voilà, donc les Clash au Shea Stadium 82 pour mon numéro 9. Ah là là. Ouh. Mon numéro 9. Eh ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si t'en donnes aussi. Pourquoi pas, mon numéro 9. Un petit match. Non. On sait pas. Ça m'étonnerait. Mon numéro 9, ce sera Pink Floyd. C'est pas vrai. Oui, absolument. Pink Floyd avec l'album sorti beaucoup plus tard, qui s'appelle Is There Anybody Out There, et qui est le double CD attendu très longtemps des captations des concerts donnés pour The Wall, donc en 1980 et 1981 à Earl's Court. Ouais, d'accord. Pardon. Donc c'est sorti en 2000 si mes souvenirs sont bons. Et en fait, comme on le sait, Pink Floyd ne souhaite faire que la promotion de The Wall en 2000, en ne jouant que The Wall après la sortie de l'album. Même pas avec un rappel avec 0-0. Ah ouais. Waters a une énorme ambition de scénographie, et c'est surtout ça que... Enfin non, la musique est assez chouette à écouter, d'autant qu'en plus ils en profitent pour jouer des chansons qui pour des raisons de durée n'avaient pas pu être mis sur l'album à l'origine. Donc c'est un The Wall de luxe plus long, quoi. Voilà, donc les instrus surtout, non ? La fameuse et puis la fameuse surtout What Shall We Do Now sur la première partie du disque. Et c'est dans le film la chanson est aussi dans le film de Alan Parker, et c'est justement pour ça que le Floyd revient sur scène en 81. C'est parce que à la base le film devait incorporer des séquences live, et en fait ça a complètement été laissé de côté, mais ça veut dire que et ça finira sûrement par sortir un jour, que les concerts ont été filmés de manière pro. On voit des extraits dans la BBC, dans les documentaires de la BBC là. Oui, tout à fait. Sur la musique des années 70, c'est les concepts rock. Tout à fait. Donc ça c'est jamais encore paru. Jamais en complet, jamais. Et DVD, ça c'est parce que il faut imaginer ce que c'était. C'était complètement révolutionnaire à l'époque, quoi. Ouais, mais enfin aujourd'hui. Un concert en 2 parties avec un mur qui se construit entre les musiciens et le public pendant la première partie, et toute la deuxième partie du concert qui se fait alors qu'il y a un mur qui sépare
le public, des musiciens qui jouent derrière le mur, et uniquement des projections qui sont faites sur le mur. Tu crois pas qu'il y aurait des caméras qui seraient de l'autre côté? Bien sûr, évidemment, mais je parle pas des caméras, je parle de l'expérience du spectateur. Ce qui est étonnant, c'est que ça n'a jamais été, à l'ère où on est au Blu-ray, tout ressort, on n'a pas encore vu ça, quoi. Bien sûr. C'est étonnant. Et c'est super dommage. C'est peut-être lié au fait qu'il se passe pas grand-chose quand tu es du point de vue du spectateur, en fait. Je me suis toujours demandé ce que les gens voyaient pendant la construction du mur, et ils voyaient pas de musiciens, ils voyaient pas de... Si, ils voyaient les musiciens dans les trous. Ouais, enfin, fallait avoir un bon siège. J'ai un siège devant le trou de Gilmour, tu vois. Il faut voir le truc pour comprendre l'idée, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. Ouais, c'est drôle. Et donc voilà, c'est quand même un truc, une expérience complètement folle de fête, et puis surtout une mise en abîme assez géniale du rock mainstream et de la problématique éternelle, qui d'ailleurs était revenu au goût du jour à l'époque du punk, de savoir quelle doit être la posture d'un musicien, si le musicien se doit de se sentir nécessairement supérieur à son public et devoir dire « Regarde, moi je suis un musicien, je suis un super truc, toi reste dans ta condition de public et admire-moi, moi qui suis tellement supérieur », alors que justement c'est un truc que le punk va vraiment revenir... complètement balancé en incitant au contraire les gens à dire vous n'êtes pas mieux que nous, tout le monde peut faire de la musique, pour une guitare il y a juste 3 accords, tant pis si vous les jouez mal, le seul truc qui compte c'est la conviction avec laquelle vous jouez vos 3 accords, même si vous connaissez que ça. Une petite question, est-ce que le concept n'est pas plus intéressant que finalement le disque, non, le disque je trouve pas, parce que alors après parce que The Wall, le disque est quand même... j'ai réécouté il y a pas longtemps, c'est assez... Enfin, de mon point de vue, ce qui n'engage personne, que moi, c'est un peu indigeste. Je trouve pas l'album formidable. Après, vous savez... C'est un grand disque. C'est un grand disque. Préféré, mais... C'est un grand disque, mais moi, j'ai toujours eu effectivement tendance à penser que c'est un disque d'adolescence. Les thèmes, les trucs, etc. peuvent être très, très fortement ressentis quand on est dans une recherche d'identité, dans un machin, etc., mais c'est pas un album apprécié quand on est un peu dans la maturité et un peu dans le truc, etc. Mais même ça devient sans ça, peu... parce que même musicalement, c'est une musique qui est difficile à appréhender, quoi. Je trouve pas, non. Je trouve ça assez... J'ai toujours trouvé Pink Floyd, c'était de la musique assez simple. C'est super que tu cites cette tournée, parce que c'est tellement atypique, en tout cas dans l'ère du concert. Ah bah complètement. Donc c'est vraiment chouette. C'est pour ça qu'on en parle. Ça, dans ce sens-là, je te suis. C'est pour ça que c'est un des grands moments des années 80 pour moi, quoi. C'est un truc où ça amène totalement quelque chose de nouveau et d'important. Et puis c'est en plus de ça un très très bon disque live, quoi. J'ai limite tu préfères à l'origine, à The Wall original. Ouais, j'ai plus de plaisir à écouter le disque live qu'à écouter l'album The Wall, oui. Bon, tout à fait. Mais ça je peux le comprendre et je te remercie. C'est mon numéro 7 déjà. Non. Oui. Si, je sais plus. Non, ton 8. Numéro 8. D'accord, donc j'ai parlé des Clash et j'ai parlé de Dylan, donc je vais parler de Serge Gainsbourg qui nous offre plusieurs albums live. J'ai hésité. Ouais, bah écoute, tant mieux, je suis là. Tu l'as pas mis du coup? Non. Alors moi aussi j'ai hésité parce qu'il y a plusieurs lives qui sortent dans les années 80, mais il y a forcément un choix qui s'impose assez naturellement par rapport au répertoire et par rapport aux musiciens. C'est bien sûr le Casino de Paris. Ah oui. On est d'accord. Que j'ai eu la chance de voir à l'époque. Oui, non, j'ai eu la chance en tout cas on n'est pas encore dans les années 90. Donc c'est un concert en 85, c'est une résidence même qui fait, il me semble. D'ailleurs, il y a des images de répètes assez chouettes si vous cherchez. J'aimerais bien trouver un peu plus d'informations sur le groupe, etc. En tout cas, l'album s'écoute très bien, même si on est un peu dérouté. Je peux te dire toute l'information du groupe si tu veux. Je me doute bien, mais ça s'appelle c'est Gainsbourg Live le titre, c'est ça qui m'a... Donc c'est sorti en 86, enregistré donc sur plusieurs dates au Casino de Paris. L'album cartonne, ça illustre encore le fait ce que je disais, que les albums live marchaient comme des petits pains dans les années 80. Et là surtout, c'est un double, là, et on a tout, on a un best-of encore une fois, c'est ça que j'adore dans les lives, avec des arrangements complètement reggae, quoi. Non, pas forcément. Pas reggae, mais des arrangements 80s funky. 80s funky, et puis des...
il vient aussi... Avec des musiciens américains, en fait, en tout cas. Tout à fait new-yorkais, Billy Rush, tout ça, c'est quand même assez... Tony Thundersmith, funky, qui deviendra pas longtemps après le batteur de Lou Reed, jusqu'à la fin de la vie de Lou Reed. Mais oui. Stan Harrison, qui venait juste de faire le sax pour Bowie sur l'album Let's Dance et en tournée. Ouais. Les choristes d'ailleurs aussi étaient aussi de la même tournée Bowie, etc. Enfin bon, de toute façon Gainsbourg avait été très marqué par l'album Let's Dance et voulait à l'époque Nile Rodgers pour produire Love on the Beat. Ouais, on dirait presque que c'est produit par Nile Rodgers du coup. Il a réussi son coup sans lui. Non mais il y a des trucs chouettes, on a des versions de Nazi Rock notamment, et puis il y a le petit extrait de Limon Incest qui est assez rigolo. Mais Charlotte, elle est au lycée. Ouais, exactement, voilà. Et puis, non, mais il y a des choses, la version de la javanaise, genre, qui justifie l'achat du double LP à lui seul. Tout à fait, cette pépite qui n'était jamais sortie avant, qui avait été écrite pour Catherine Deneuve, il me semble, qui s'appelle Dépression au-dessus du jardin, qui est une chanson absolument sublime. La relecture de l'eau à la bouche aussi, que j'aime beaucoup dans cette version-là, c'est superbe. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi, parce qu'il y a le Zénith qui date de 3 ans après, qui est plus une grosse production... Et où Gainsbourg est moins en forme aussi. Hein, oui, et puis il y a surtout beaucoup de chansons de l'album You're Under Arrest qui est plus faible que moi j'aime bien quand même. Mais moi aussi, mais là j'aime bien vraiment l'agencement de la setlist. Ça commence par Love on the Beat, on passe de Love on the Beat à Initial de Bibi, on a des arrangements complets. L'enchaînement à Davidson of the Beach avec la javanaise, enfin c'est vraiment le Leaks Tour de Gainsbourg quelque part. Et puis Gainsbourg cabotine un tout petit peu moins que sur le Zénith. Il cabotine pas mal, mais il cabotine un peu moins. Je pense qu'il est beaucoup plus concerné. Je me demande si ces concerts-là n'étaient pas destinés à l'enregistrement de l'album d'ailleurs live. Ça, c'est à vérifier, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de renseignements sur l'album. Mais là, pour le coup, un disque, oui, on va essayer de le préciser quand même à chaque fois aussi pour que un disque qui existe à la fois en disque et en vidéo également. D'ailleurs, il a fait l'objet Alors, ça, je savais pour le Zénith, mais je me souviens de la VHS. Mais le Casino de Paris, non? Le Casino de Paris, d'ailleurs, a fait l'objet d'une réédition deluxe qui n'a pas eu une publicité extraordinaire. Mais il y a eu une espèce de coffret, je sais pas quoi. Je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs 2 concerts complets dans ce coffret, enfin bon, ça sert pas à grand chose non plus, mais il y a une édition deluxe de ça qui a été sortie par Universal il y a genre 3 ou 4 ans. D'accord, tu vois, j'apprends quelque chose, encore une fois, à tes côtés, c'est fabuleux. Et voilà donc pour mon numéro 8. Ton numéro 8. C'était donc, bien ça. Hein. Mon numéro 8. Eh bien, je vais choisir en numéro 8 un film-concert. Le film-concert de R.E.M. Tourné dans le cadre de la tournée Green, donc la tournée 88-89. Et qui vient... Ça s'appelle comment Je crois que ça s'appelle... non, c'est pas Tour Film. R.E.M. Live... Live 88-89. Okay. Et donc c'est sorti en album? En VHS. VHS. Puis réédité, machin. Ça s'appelle R.E.M. Live pour moi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Soyons un peu... Non, c'est pas This Film Is On, c'est pas Tour Film. Ça m'agace. Je crois que ça s'appelle Road Movie. Je me demande si ça s'appelle pas Road Movie. Peut-être bien. Ça a l'air d'exister en tout cas, donc... non, c'est pas. Alors, c'est Tour Film, alors. Parce que Road Movie, c'est la tournée 95. D'accord. Donc, je suis désolé pour ces cafouillages. Ouais, on cafouille un peu sur les lives, forcément, on est plus... Tour live ou tour... Bon bref, raconte-nous un peu ce que c'est et pourquoi ça te plaît autant, quoi. J'en parle surtout pour le côté... voilà, c'est ça. Tour Film 89, c'est ça. D'accord. Donc, parce que c'est l'accomplissement de... Voilà, c'est ça. C'est un documentaire live, quoi. Voilà. Ça. Je me souviens de la VHS, putain, c'est marrant. Voilà. La pochette. Je me souviens de voir ça dans les bacs de la Fnac. Que dire de ce groupe complètement, un groupe de renégats qui vient quand même d'un lieu, Athens, Georgia, dont tout le monde se contrefout, etc., qui va écumer, tourner aux 4 coins de l'Amérique, trouver un petit peu plus de soutien en Angleterre au milieu des années 80. Persévérer et à la faveur de plus en plus enregistrer en live, trouver un producteur à la fin des années 80 qui va saisir leur son
et sortir une musique finalement... Le producteur de l'Unplugged de Nirvana, d'ailleurs, non ? Oui, plus tard, oui, effectivement. Non, mais j'ai le nom m'échappe, mais... Scott Litt. Oui, voilà. Il s'appelle Scott Litt, et qui va donc finir par les faire signer sur la major Warner en 88 et sortir leur premier album Green. Et donc ce film est donc tourné sur la tournée qui succède. Et alors là, c'est une tournée d'arena, quoi. Donc c'est assez incroyable. J'ai vraiment mis ça dans l'optique de faire une rétrospective des années 80 pour montrer, voilà un groupe qui a commencé, qui a eu une carrière laborieuse de live depuis le tout début des années 80 et qui, à la fin des années 80, se retrouve sans avoir du tout trahi ses principes, en continuant à toujours faire une musique exigeante et là en proposant tout ce qu'ils ont accompli dans les années 80. Ouais, parce qu'ils n'ont pas encore les tubes qui vont arriver. Absolument. Après. C'est ça qui est marrant. Absolument. Et ça termine même par le After Hours de Lou Reed, quoi. Voilà. Enfin, sur le générique, il me semble, mais enfin, non, c'est... Et donc, du coup, c'est assez épuré, j'imagine. C'est des concerts assez simples parce que c'est des grosses salles, hein, c'est enregistré. C'est des arénas. Hein. C'est des arénas. Enfin, il y a aussi des extraits au Fox Theater, c'est plus petit, mais c'est enregistré à Hampton, hein, le fameux Hampton Coliseum. Donc voilà, pour c'est les les fans salles des Stones, voilà. C'est les salles. Et Macon aussi. C'est les salles où jouent des matchs de basket d'habitude. Chez eux, Macon en Georgia. Le truc habituel. Non, pas de baseball, plutôt de basket. Enfin, dans les c'est ce que j'ai bien dit du basket, pardon, il me semble. Hein. Autant pour moi. Et donc voilà, quoi. Les années 80, c'était aussi ça. Bah écoute, très bel exemple, c'est beau, c'est bien, on se complète à nous deux, moi qui continue sur du vieux, et d'ailleurs on va pas s'en priver là tout de suite, avec un live que vous trouverez à 20 centimes dans toutes les brocantes et qui a dû s'écumer, mais par dizaines et dizaines, c'est le fameux live de Simon & Garfunkel à Central Park, une reformation pour un live, et ce qui est drôle, c'est que moi, les vrais fans de Simon & Garfunkel vont me pisser dessus, mais... moi, je suis pas un grand fanat de Simon & Garfunkel, mais ce disque s'écoute très bien. Même si la prod a un peu vieillotte, c'est Live in Central Park, hein, même si la prod est un peu vieillotte, moi je me souviens de clips Mrs. Robinson qui passait pas mal aussi à la télé. The Concert in Central Park, ça s'appelle, donc qui est donné, je sais pas si c'est un concert unique ou c'est une vraie tournée. Oui, c'est un concert unique, il me semble. Voilà, donc c'est donc à Central Park, il y a 500 000 personnes, c'est un peu le Hyde Park des années 80. Le Hyde Park américain, donc on pourrait plus parler d'un Woodstock, même s'il n'y a qu'un groupe. Voilà, il y a plein de choses, il y a un couplet supplémentaire sur The Boxer, il y a plein de choses, il y a plein de petits trucs qui sont sympas à regarder, et surtout le disque s'écoute très bien, ça avait été diffusé d'ailleurs à la télé française, enfin c'était tout un événement, et ça s'est traduit par des ventes records, hein. Je pense que c'est un des lives qui s'est le plus vendu de l'histoire, avec des petites choses sympas. Il y a une reprise du morceau d'Everly Brothers, Wake Up Little Susie. On a aussi un bout de Maybelline, il me semble, dans un medley avec The Chrome. Voilà. Et puis après, bon, bien sûr, vous avez tout. Voilà, vous avez le best-of, donc ça suffit en fait. Hein. Bon, bien sûr, la prod. Ouais, la prod j'ai beaucoup de temps reste parce qu'ils sont pas que deux, quoi, tout le long. T'as toute une série de trompettes, t'as du synthé, et à Steve Gadd à la batterie sur certains morceaux, hein, mais voilà, enfin, c'est un album important. Et très belle version de America notamment, j'ai beaucoup écouté dans mon enfance. Donc voilà, et ça nous permet aussi de parler de Simon & Garfunkel dont on ne parle pas beaucoup. Et dont on ne parlera plus. Voilà, c'est terminé. Le Central Park, point barre. C'est vrai que c'est de mauvais goût, on dit comme ça, mais non, ce disque était important, et ça permettait aussi à une nouvelle génération de s'approprier quand même, Bridge over Troubled Water, ouais, c'est mon accent qui te fait marrer, oui. Mrs. Robinson ou Scarborough Fair, enfin des morceaux comme ça, quoi. Et The Sound of Silence, bien sûr. Voilà. Et mon bouquet, ou Bouquet Hands. On en est où, numéro 7 ? C'est toi qui as commencé, je sais plus. Non, c'est toi. C'est à toi en tout cas. Donc. Moi, ça va être les Pixies, avec ce live monumental à la salle qui s'appelle aujourd'hui le London Forum. Oula, je ne connais même pas cette salle, ça m'inquiète ça. Au nord de Camden, et qui est enregistré, Londres, en Angleterre. Au printemps 1988. Ouais.
et qui est disponible en captation vidéo sur un merveilleux DVD sorti lors de la reformation des Pixies en 2004. Ah, c'est ce que tu avais en DVD. Tout à fait. C'est le truc où il a son t-shirt rose trop absolument, court. absolument. Il y a la version de Hey qui est géniale. Bah, absolument. Ça c'est génial. Et comment il s'appelle du coup? Comment on peut le trouver sur là-dessus. Pixies DVD. Ça s'appelle juste le Pixies DVD. Ouais. Ils en ont pas sorti 50. Il y a pas des. Je vais pas tomber sur des refonds. Il y en a d'autres, mais bon, celui-là c'est le plus. Voilà, c'était dans la lignée de cette compilation Wave of Mutilation. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, effectivement, mais il n'y a pas tout quoi, en fait, il y a des extraits, non? Si, il y a tout le concert, c'est le concert complet. Et la vidéo, là, je comprends pas. Ah, c'est le live, d'accord, ok. Et donc les lives, c'est le live qui est la version fait... de Caribou, génial, Where is my mind, tout ça, non, c'est génial. Qui est fait à la fin de la tournée pour Surfer Rosa, et où il y a donc déjà la version, où il y a déjà Hey qui figurera sur l'album suivant Doolittle. Ouais. Quand même, pour la petite anecdote que tu aimes bien, ou le rappel, c'est tout simplement Wild Honey Pie des Beatles. Je suis tombé là-dessus, quoi. C'est génial. Et donc voilà, Kim Deal qui est génial. La Keith Richards au féminin, hein, voilà. Beaucoup plus que Chrissy Hynde. Non, vraiment un groupe formidable. Et je pense vraiment que le live, de les voir jouer live et ce sont hyper épurés. Ouais. Finalement, c'est incroyable parce qu'on parle toujours de Nevermind. Mais Nevermind, c'est rien de plus qu'un pompage des Pixies. Mais enfin bon, le problème c'est que personne n'achète les Pixies alors que. Non, mais c'est. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce public du London Forum, il y a les futurs Radiohead, les futurs Blur qui sont là et qui vont, qui vont prendre de la graine de ce concert. Tu m'étonnes. Non, mais il y a une version de Caribou qui est géniale aussi. Et puis vraiment, c'est un groupe où justement au niveau de l'image, parce que tu parles du DVD. Où vraiment il ressemble tellement à rien. Aujourd'hui, tu verrais pas ça et c'est terrible. Parce que la musique est tellement géniale, tellement épurée, tellement simple. Et puis Frank Black chante tellement bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu te dirais, mais c'est qui cette bande de clodo, quoi. Et c'est ce qui fait le charme aussi de ce truc-là, quoi. Non, tout à fait. Vraiment, vraiment, vraiment grand choix. Bon choix. Pour ton numéro, je sais pas combien. Il va falloir qu'on commence à... On va mettre un peu, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Hein. Parce que l'ordre veut rien dire. Hein. Non. Bon, je vais parler de... Il n'y a que des trucs bien, quoi. Donc, je vais finir en roue libre et assumer qui je suis, tiens. Donc on va parler de Bob Marley d'abord. Qui es-tu? Après on parlera que de Keith Richards. Jusqu'à la fin, c'est promis. C'est un peu vrai. Bob Marley, live à Dortmund, ressorti très récemment, en 1980. C'est important parce que Bob Marley est mort, je crois, l'année d'après, au moment de l'élection de Mitterrand, si je ne dis pas de... Genre en mai 81, et ils ont ressorti ce petit trésor. Alors je le mets là parce que j'ai beaucoup hésité dans les 70s à mettre ce Rainbow concert que tout le monde connaît, mais Dortmund, vous pouvez trouver le concert complet, hein, c'est un rock palace et ça joue super bien, son guitariste fait des merveilles, et c'est vraiment, après vous pouvez aimer le reggae, hein, c'est sûr, mais on a une... Non, parce que moi j'aime bien en écouter 20 minutes par mois, tu vois, mais... Il y a absolument, il manque peut-être Jamin, allez, si on veut, mais sinon t'as l'espèce de best-of de Bob Marley qui est au mieux, et malheureusement ça va pas durer, donc puis c'est une tournée énorme, hein, il joue à Orléans aussi, il joue en France partout, c'était vraiment quelqu'un qui est devenu... C'est une tournée énorme, il joue à Orléans. Ce que je veux dire, ça veut vraiment dire qu'il fait beaucoup de dates, et même il joue dans des zones pas possibles, et c'est assez triste parce qu'il commence vraiment à devenir... encore plus énorme en Europe grâce à son dernier album là, avec Could You Be Love et vous qui passe dans tous les prises uniques voilà un petit hommage à Bob Marley dont on parle peu finalement, sauf quand on parle d'Eric Clapton. non mais voilà, super concert et puis super qualité et tout, donc ça rend bien hommage aux performances de Bob Marley. Apparemment tu rentrais là-dedans, c'était un nuage, c'est con, hein, c'est cliché ce que je veux dire, mais il paraît que c'était juste irrespirable, l'odeur de fumée, d'herbe qu'il y avait partout. C'était un peu l'endroit où c'était free pendant 2 heures, et j'ai pas mal de copains qui l'ont vu entre 76 et 80, notamment au pavillon de Paris, et c'était quand même un truc assez particulier. Et voilà, donc je voulais juste rendre hommage à Bob Marley avant de passer dans le dur et le top 5 quasiment, non? Non, Oula, je pense pas. Benjamin qui s'endort, et c'est vrai qu'il est déjà 15h47, mon Dieu. Voilà, bonsoir.
Bonsoir. 3. Donc... 4, 5. Moi, j'en ai plus que 5. Donc, c'est ton 6e. Et après, ce sera le top 5. Ouais, c'est ça. Eh bien, numéro 6. Alors là, je vais prendre une anthologie de live, pour le coup, vraiment, avec des petits bouts. Avec des petits bouts, captés tout le long des années 80, de New Order. Et c'est disponible en DVD 2 d'un concert sorti, tout à fait anecdotique, sorti en 2008, d'un concert à Glasgow, capté en 2005. Mais le concert de 2005 est assez anecdotique. Mais par contre, vous avez en DVD bonus une anthologie de live de New Order avec que les trucs des années 80 et juste deux titres de 2005. Ouais, c'est le rare and unseen footage. Voilà. D'accord. Donc c'est de 81 à 89. Quoi. Mais alors, toute la partie qui est de 81 à 89... Il y a des extraits de Glastonbury d'ailleurs. Voilà, absolument. Toute la partie qui est entre 81 et 89 est complètement fascinante. Parce que, en fait, toute l'histoire de New Order et de la recherche musicale phénoménale de New Order est complètement contenue là-dedans. Des premières, mais vraiment, les trucs de 81-82, on a vraiment mal pour eux, tellement ils sont mal dans leur peau, tellement leur truc est pas du tout en place, tellement Sumner est complètement pétrifié de devoir chanter, etc. Et puis, en fait, dès le moment, dès qu'il y a eu le... Dès 85, en fait. Dès qu'il y a eu le déclic de Blue Monday en 83. Ouais, c'est ça. Ensuite, notamment à partir de 85, c'est des performances complètement géniales. Maîtrisées. Assez un peu bancales toujours. Ouais, excusez, c'était une blague, c'était un test. C'est sloppy quand même, non? Oui. Enfin, c'est le but. Hein, mais c'est extraordinaire. Je revoyais cette version de Sunrise qui est en 85, qui est absolument formidable. Toute la fin, notamment, est assez géniale. Mais le début aussi est passionnant, parce que c'est passionnant de voir ce groupe comme ça, chercher vraiment en direct, en prise directe avec le public. C'est absolument pas quelque chose de rodé ni rien. C'est très très émouvant. Et puis la fin, c'est quasiment, là par contre, pour le coup, vraiment des espèces d'odes à l'extasie totale. Et à la fin, les captations des chansons de technique sont assez géniales. La version de Dream Attack. De 89, quoi. Voilà, les deux derniers titres, Dream Attack et puis 1963, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est un super témoignage. Ça, vraiment, il faut qu'on fasse une playlist là-dessus, parce que moi, je veux bien voir ça. Et mon ami Antoine Chaperon, qui est lui aussi un... Tu as participé à Absolument. Podcast Talking Heads. Absolument, lui aussi est un grand amateur de cette collection-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant à voir. Eh ben, super. Continuons donc le top 5. Eh ben là, vous n'allez pas être surpris, je vais rentrer dans du Mérigeau, mais c'est là où je suis le plus à l'aise. Par quoi je commence? Du coup, c'est compliqué, tout est tellement génial maintenant, et je connais tellement tout ça sur le bout des doigts. Allez, soyons fous, je vais parler d'un live de Muddy Waters au Checkboard Lounge, et vous allez dire, c'est parce qu'il y a les Stones. Oui, il y a les Stones qui viennent, et même pas les Stones, hein, mais enfin si, quasiment tous. Mais en tout cas, voilà, c'est Muddy Waters qui donc joue dans le club de Buddy Guy, si je dis pas de conneries, au Checkboard Lounge en 81, et ils jouent à donc Checkboard Lounge à Chicago, et la veille les Stones font leur immense tournée 80 dont on parlera tout à l'heure, et du coup plus ou moins c'est plus ou moins voulu, hein, les équipes de films de caméra sont là, et donc on assiste à un concert en club où il y a 4 tables devant, et où on voit au début des bluesmen qui font tourner des blues, etc. Muddy Waters monte sur scène, joue avec son groupe, et puis petit à petit il y a une tablée qui arrive avec tout le crew des Stones 80, enfin plus ou moins tout le crew. Je crois qu'il n'y a pas Bill et Charlie qui doivent être restés sagement à l'hôtel, mais il y a Jagger Richards qui débarque, Richards avec son couteau qui ouvre des bouteilles de whisky, enfin bon, tout ça c'était une imagerie qui me plaisait beaucoup il y a 20 ans, un peu moins maintenant, je préfère les déboucher moi-même
avec juste mes mains. Et puis petit à petit, Muddy Waters invite le groupe à rejoindre sur scène. Donc les musiciens s'effacent et à Richards, Ron Wood qui viennent partager les guitares. Et Jagger qui arrive habillé en jogging. C'était un peu cette tenue de l'époque. Mais le mec sort, c'est ça qui est incroyable. Le mec sort quand même en jogging rouge pour aller sur scène. Et là c'est incroyable parce qu'on dirait un enfant de 12 ans avec son maître, quoi. Et bon, il arrive quand même à sortir... Toujours vachement aimé l'expression de Richard qui dit And Muddy Waters was sitting here like a black Buddha. Ouais, c'est exactement ça. J'adore ça. Parce que Muddy il est mort 2 ans après, donc il est quand même pas à la fin de sa vie, puisqu'il est mort relativement jeune. Mais il est là, posé, très calme, très... Bon, écoute, ça aurait pu être n'importe qui autour de lui, il serait comporté de la même façon. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que les autres sont là, jouent. Je pense que quand Kiss et Ronnie arrivent, ça joue moins bien que dans les premiers morceaux, et Jagger arrive, et il arrive quand même à tirer son épingle du jeu, mais vraiment à sa façon, en restant lui-même, et ça c'est assez attendrissant. Donc il y a notamment Baby Please Don't Go et Manage Boy qui sont les deux gros morceaux où Muddy Waters regarde Jagger avec un air de dire putain, mais quel trou de balle celui-là, il est marrant, comment il a réussi à faire autant de pognon. Non, mais c'est vraiment un témoignage et un film complètement ahurissant, quoi. On n'a rien vu de tel, en fait. Je sais pas, le Checkerboard Lounge, il doit y avoir 50 places dedans, quoi, tu vois, et donc ils ont réussi à mettre des caméras et à graver l'instant dans la pellicule. Donc c'est ressorti il y a, je sais pas, au début des années 2010, dans une version parfaite, que ça soit en LP ou en vidéo, et c'est juste super. Bon, après, le concert part un peu en couille. Il y a un guitariste qui s'appelle Lefty Dizzy, là, qui fout un peu sa merde. Buddy Guy qui est un peu bourré, mais bon. Rien que pour les interventions de Kiss et Ronnie, qui ont jamais été aussi concentrées que là, quoi. D'ailleurs, voilà, c'est ce que disent Kiss et Ronnie dans l'excellent 25x5, on était au paradis, quoi. Enfin, et en plus, c'était peut-être la dernière occasion, ils l'ont fait, d'avoir pu être filmés avec leur père spirituel, puisque rappelons quand même que le nom du groupe est emprunté à un morceau de Muddy Waters, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, foncez là-dessus, de Checkerboard Lounge de Muddy Waters. En plus, c'est l'époque de Muddy Waters où on en a déjà parlé dans des tops, où il venait de refaire 2 albums qui marchaient plutôt bien, produits par Johnny Winter, qui sont juste formidables. Donc voilà pour mon numéro 5. Eh oui. Eh bien, mon numéro 5, ce sera le concert, là aussi un concert uniquement vidéo, le concert des Stone Roses à Blackpool c'est beau, en 1989. Ça, c'est filmé. Putain. Ah, bien sûr, oui, sur un formidable DVD, réédité en DVD plus tard, mais il était sorti à l'époque, un peu comme le truc des Pixies, le même concept, un DVD où il y avait un DVD avec le concert de Blackpool et un deuxième DVD avec les clips. Voilà, c'est ça. Donc voilà, un concert du 12 août 89. Un concert d'anthologie, parce que à l'époque, vraiment, les Stone Roses, c'est le plus grand groupe d'Angleterre. C'est vraiment le truc incroyable. Ils font un truc de très très mancunien. C'est que il serait censé faire un gros concert à Londres, je sais pas, genre à la Wembley Arena ou quelque chose comme ça, mais plutôt que de faire ça, il décide à la place de faire un truc très mancunien, c'est d'aller à Blackpool, donc la cité balnéaire complètement désuète, qui est à 45 minutes de train de Manchester, juste au bord de la mer, où on va jouer, où les classes populaires vont jouer au bingo et tout ça. Le Atlantic City de l'Angleterre, quoi. Et où il y a ce truc, cette salle complètement incroyable qui est The Empress Ballroom, qui est une salle de 3500-4000 places à peu près. D'accord. Et qui est... donc c'est pas un énorme truc, quoi. Non, ça doit faire même 5000 places, quand même, je pense. C'est pas, Non, c'est pas une arena, etc. Mais qui donne lieu à une espèce de célébration totale de cette culture anglaise de l'époque, la culture du clubbing. Parce que toi, tu parles du film, parce qu'il y a le live, Blackpool Live, qui est sorti, mais enfin, c'est plutôt... Ça, c'est un vinyle qui a été sorti à partir de la bande.
Mais vraiment DVD, le DVD qui s'appelle The Stone Roses DVD, j'imagine, voilà, qui reprend exactement la même pochette que la pochette du premier album. D'accord. Et où le groupe donne une super performance. Alors le chant d'Ian Brown est un petit peu aléatoire. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est le truc qu'il a changé quand les Stone Roses se sont reformés en 2012, parce qu'il chantait vraiment super bien. Et j'ai eu la chance de faire partie des 80 000 spectateurs d'un des 3 concerts consécutifs qu'ils ont donné à Eaton Park à Manchester. Mais où là, Ian Brown chantait très très bien. Là, c'est pas exactement ça, mais par contre, le groupe derrière, les 3 derrière sont extraordinaires. Une version extraordinaire d'I Am the Resurrection. Une ambiance de folie, quoi. C'est-à-dire, ça saute, c'est... Ouais, non, c'est une épiphanie, quoi. T'as vraiment l'impression d'une espèce de rêve. Tu le ressens dans le film, en fait. Ouais, une rêve RAVE, rock'n'roll, parce que c'est aussi l'époque des premières rêves de musique électronique, etc. Donc, non, c'est absolument un concert absolument phénoménal, et là encore, vraiment une captation de ce qu'était l'ambiance de cette époque et de ce qui a été ce moment, ce très court moment qui a duré 6 mois et pendant lequel les Stone Roses étaient vraiment le groupe absolu de toute cette génération de l'Angleterre, la génération que la révolution thatchérienne ne concernait pas. Eh oui, tout à fait. Très beau choix, Benjamin. Je vais revenir à des choses un peu plus conservatrices. Tu me connais, on va passer sur le film de Chuck Berry, I Rock'n'Roll, réalisé par Taylor Hackford, qui est aussi auteur donc d'un biopic assez sympa sur Ray Charles, qui décide de faire un documentaire pour les 60 ans de Chuck Berry. Et Chuck Berry a toujours été taxé de... toujours radin, à tel point qu'il tournait, on en a déjà parlé dans un podcast sur Chuck Berry, tout seul avec sa guitare et qui prenait des musiciens qui étaient sur place pour jouer. Sauf que là, Keith Richards s'en mêle et devient directeur musical du film et lui fait un vrai groupe pour que les concerts à Saint-Louis, donc lui en plus de sa naissance, soit le plus parfait possible. Donc il recrute son gratin à lui, hein. Il commence un petit peu à bosser avec Steve Jordan, donc Steve Jordan est engagé. On a Bobby Keys, on a Joey Stampitano, je sais jamais comment le basse à la basse. Un groupe assez léger, puis une pléiade de guests. Alors qu'est-ce qu'il y a de marquant? Eric Clapton, Julian Lennon, voilà, Robert Cray, qui fait pour une fois qui est excellent sur Brown and I Had Some Man. On a Linda Ronstadt qui fait une super version de Back in the US. Etta James qui est formidable. Il y a une anecdote absolument géniale. Il faut que vous procuriez le double DVD avec les bonus. Il voulait absolument pas entendre parler d'Etta James. Chuck Berry, je sais pas qui c'est. Cette nana de Chess, je sais plus qui c'est. Puis elle arrive en répète, elle le tue avec une version de Hoochie Coochie Woman. Et là, il dit ouais, c'est ma nana, c'est elle. Enfin voilà, en fait, Chuck Berry Kiss arrive à lui imposer absolument tous ses choix et ça donne un film délicieux sur ce personnage particulier dont on a déjà parlé. Donc je vais pas m'étaler, mais puis les séquences de live sont vraiment sympathiques et fraîches. Le groupe est génial. Richards est à son apogée. De toute façon, les années 80, malheureusement pour vous qui n'aimez pas Keith Richards, je vais en reparler jusqu'au bout de cette émission, il va planer. Mais là, c'est dément. Hein. On pourrait aussi citer la même année, enfin dans la même décennie, il fait une émission de télé avec Jerry Lee Lewis où il est formidable, où ils sont en duo sur Little Queenie et tout. C'est un peu le même Keith Richards que vous retrouvez là, incisif, qui prend le solo là où il faut. Tandis que Chuck Berry, lui, essaye de saboter le film, à tel point qu'il arrivera à choper exprès quasiment une grippe 3 jours avant, et que tous les chants sont refaits en post-production, malheureusement. Mais le film est juste un régal, et moi je l'avais vu en salle à 5 ans, et ça avait changé ma vie. Et vraiment, voilà, c'est ce qu'il faut posséder sur Chuck Berry, quoi. C'est ce film, I High Rock'n'Roll de Taylor Hackford, qui est juste formidable. Voilà. On arrive au top 3 ? Non. Bah oui. C'était déjà mon top 3, non, 4. Oui, absolument. Peu importe, c'est ce qui est bien, c'est qu'on parle et qu'on raconte des choses. Et n'hésitez pas, vous aussi, parce que là, tu vois, là, Benjamin, là, tu m'as donné... moi, dans les années 80, tu vois, ce que j'expliquais sur certains tops, moi, je suis toujours... c'est l'époque où moi, je suis né, 82, donc...
Et moi, mon père écoutait des vieux trucs, donc je prenais les vieux trucs qui sortaient. C'est pour ça que j'ai plus cette culture-là. C'est cool que Bien toi, sûr. Là, les trucs de REM et tout, j'ai hâte de voir les playlists, quoi. Ouais. Donc vas-y. Donc, mon numéro 4. Ça serait quand même incroyable qu'on n'ait pas un match là-ci. On va en avoir un parce que j'en garde un sous le coude. Oui, je pense qu'on en a. Ouais, je pense c'est qu'on en sûr. a. Oui, il y Un en truc a un qui est oui. certain. Oui, Ouais, à mon ouais, avis. ouais. Donc mon numéro 4 en attendant, ça va être un film, là encore, un film concert, des Cure à Orange, au Théâtre En Antique France, en plus, ça me plaît. au Théâtre Antique d'Orange. C'est un DVD Je sais même pas si c'est ressorti en DVD, mais c'est une VHS c'est The Cure Orange VHS, quoi. que j'ai vu pendant des années dans tous les trucs de seconde main, etc. Alors, c'est officiel ou pas? Bien sûr que c'est officiel. Bien D'accord. sûr que c'est officiel. Filmé par Tim Pope. D'accord. Donc celui qui faisait tous les clips super originaux des La Cure. VHS, The Cure in Orange, ça s'appelle. D'accord. Et c'est donc le dernier concert de la tournée The Island of the Door, donc l'espèce de consécration commerciale des Cure, donc l'album où il y a Close to Me, Enregistré en Between Days. 86, quoi. Et donc il y a cette fameuse entrée en matière du film qui est très très drôle parce que il y a Super setlist, hein. on voit les Cure de dos et Robert Smith qui a une énorme choucroute et Simon Gallup qui vient tirer la choucroute et en fait ça n'était qu'une perruque. Ah ouais. Parce que Robert Smith passe tout le concert avec donc les cheveux courts coiffés en brosse. Ah bah, un peu comme dans ses premières images télé en 79-80. Absolument. Ah, Et c'est donc, dommage. donc c'est assez drôle pour ça. Donc ça veut dire que toute la tournée il met une perruque pour correspondre à l'image que les gens attendent de lui, en Voilà, fait, c'est ça. Je sais pas. Bonne question. Non, je pense qu'il s'est juste coupé les cheveux juste à la fin de la tournée. D'accord, En fait. ok. Je crois que c'est avant tout ça qui se passe. Et donc la France est vraiment un pays où les Cure ont particulièrement du succès. C'est aussi la période, c'était assez connu, où ils s'étaient pointés complètement bourrés pour faire Champs-Élysées de Michel Drucker, un playback où ils sont habillés avec des robes improbables. D'accord. Donc ils font dans ce concert une setlist qui reprend à la fois les tubes de The Island of the Door et toute leur période Cold Wave dans d'excellentes versions. Et en plus, dans le cadre magnifique du théâtre antique romain d'Orange. Non, c'est de nuit, mais à mon avis très tard l'été, etc. Donc c'est très très bien filmé par Tim Pope. Non, c'est un super concert des Cure au sommet de leur succès européen parce que le succès américain n'arrivera que 5 ans après, dans la foulée de la tournée de l'album Wish, donc la tournée 92. Mais là, c'est vraiment les Cure à leur sommet européen, qui se poursuivra ensuite sur les tournées pour Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, et aussi The Prayer Tour, la tournée qui suit les Integration. Sous les yeux, c'est assez... Non, c'est un super concert, super film. Je pense que c'est un peu le truc définitif des Cure. Enfin, en termes de répertoire, c'est assez génial. Donc on rentre dans la fin de cet épisode, hein, mais je vais parler de Keith Richards, tiens, parce qu'on en a pas encore parlé. Vrai. Et je vais parler du Hollywood Palladium, formidable. filmé en décembre 88 sur sa petite tournée américaine. Vous connaissez l'histoire. Jagger ne veut pas partir en tournée pour Dirty Work. Je vous invite à vous référer au podcast Dirty Work. Et du coup, il décide enfin de se lancer en solo, un truc qu'il n'avait pas envie de faire parce que c'était le mec qui voulait maintenir sa bande de potes plus que jamais, ce qu'il a plus ou moins réussi qui continue à réussir à faire. Et donc il fait cet excellent album Talkie Ship, là, dont d'ailleurs la sortie est prévue pour dans 10 jours, là. La sortie du 30e anniversaire un peu faussée parce que ça fait 31 ans. Mais du coup, on se retrouve au Hollywood Palladium, donc une salle assez petite, hein, ça doit faire 3000. Et là, il délivre un set plein d'énergie où il tient le chant donc pendant tout le long. Et il a le bon goût de quasiment pas faire de reprise des Stones, à l'exception de Happy. Et d'un excellent Connection qui est filmé à Atlanta pour la petite anecdote, en rappel. Mais sinon, on a le droit quasiment à l'intégralité de l'album qui est sorti. De l'extraordinaire album Talkie Ship. Donc un groupe vraiment marrant,
groupe de black derrière avec Steve Jordan qui est à la batterie. De temps en temps, c'est Charles Drayton qui s'échange les rôles. T'as Ivan Neville au clavier. Enfin voilà, c'est toute l'essence des Winos qui est vraiment dans ce film. Assez bien filmé, sobrement. Richard est en pleine forme et puis il nous délivre une version de Time Is On My Side en duo avec Sarah Dash, complètement plus dans l'esprit de la version d'Irma Thomas. Voilà, il y a juste Too Rude aussi, mais c'est des reprises, donc c'est vraiment comparé à ce que Jagger produisait sur scène en solo. Enfin, c'est vraiment une tarte pour le pauvre Mick qui s'écrase et lui fait un truc authentique avec des compos qui tiennent la route et un super groupe derrière. Donc voilà, et c'était mon occasion de parler des Winos, parce que je suis pas sûr que ça mériterait un podcast complet, mais super concert bien filmé dans une petite salle et je vous invite à découvrir ça. Après, la musique des Winos peut vous paraître un peu soporifique par moment. Oh, les compos sont pas forcément toujours... C'est le Talkie Ship. Ouais, enfin c'est pas toujours, c'est un peu redondant si tu veux, mais vraiment un super document en vidéo en VHS qui s'appelle juste Keith Richards Expensive Winos Live at the Hollywood Palladium. Eh oui, voilà. Formidable. Numéro 3, les Smiths, un concert... voilà, je me demandais s'il y avait un truc vraiment bien. Un concert capté à Boston en 1986 pour la tournée The Queen is Dead, donc la dernière tournée des Smiths, et qui est disponible sur l'édition Deluxe de The Queen is Dead, sortie récemment. Il y a un live officiel qui existe, qui s'appelle Rank, qui était enregistré à Londres, je me demande... Non, c'était pas la Brixton Academy, c'était ailleurs à Londres, mais je me souviens plus. Mais je trouve que ce live enregistré à Boston en 86, vraiment sorti très très récemment. Donc genre là, dans les années 2010, quoi. Ah oui, il y a 2 ans. Je me demande s'ils n'ont pas sorti... Non, en 2017, c'est sorti, je crois. Dans une box, là, dans la box. Voilà, et qui a vraiment des versions... Dès l'entrée des House Who Is Now, il y a une super version de House Who Is Now. Vraiment, les Smiths dans une formation avec 2 guitares pour donner un peu plus de marge. Donc c'est un mec qui avait été engagé pour la tournée. Craig Cannon, oui. Qui fait que ça. Qui fait la guitare rythmique. Mais il est connu que pour ça. Ouais. Pour être un second sur une tournée, c'est drôle. Ouais. Et donc pour laisser un peu plus de marge à Johnny Marr à la lead. Bah ça, et non, c'est un super témoignage et en plus je trouve que c'est plus agréable quelque part d'écouter les Smiths en tournée américaine plutôt qu'en tournée anglaise parce que peut-être que Morrissey en fait un petit peu moins, peut-être que le public est moins démonstratif, moins complètement en extase, etc. Et que du coup ils sont un peu plus est-ce que le son change un peu plus sur la musique est-ce que le son change par rapport aux productions discographiques? Est-ce qu'on a un peu plus de Johnny Marr en avant ou pas? Oui. Ouais, enfin c'est une question que je me pose parce que je connais pas les Smiths en live, donc t'as qu'à me dire va écouter, c'est ce que je ferai. Mais on arrive un peu à entendre. C'est très très bien capté, bien mixé, tout ça. C'est une super captation. C'est un truc qui n'était pas connu du tout. C'est vraiment. Il me semble pas, non. Il me semble pas. D'accord. Ça a été une très belle surprise, quoi. Ouais, c'est vraiment. Et puis voilà, super. Les témoignages live des Smiths, vu leur courte carrière, sont quand même pas très nombreux. Et puis là, en plus, on est vraiment en fin de course, donc on a vraiment une setlist méga riche avec les meilleurs des albums. C'est assez court d'ailleurs. Et surtout, bien sûr, la primeur donnée au titre de The Queen is Dead, plus tous les merveilleux singles. Et vraiment à quel point ce groupe était musicalement phénoménal, quoi. C'était vraiment une machine de guerre magnifique. Voilà, quoi. C'est vraiment en tant qu'orchestre, on ne soulignera jamais à quel point les Smiths étaient vraiment un orchestre fabuleux, un magnifique groupe de vrai rock, quoi, qui joue magnifiquement. Non, c'est un super témoignage. Des Smiths. Fabuleux. Écoute, mon numéro 2, je pense que ça va être notre unique match pour ces 80s. Enfin, je dis ça, je m'avance peut-être, mais je vais parler bien sûr de Stop Making Sense de Talking Heads, dont on a déjà parlé. Mon numéro 1. Voilà. Alors, moi, dans mon numéro 1, j'ai pas pu faire autrement que d'habitude, mais Stop Making Sense... on en a parlé un peu pas mal dans un podcast sur Talking Heads. Je sais pas si on aura
si on aura l'audace de le diffuser, parce qu'on avait des gros problèmes de son. En plus, on avait un invité vraiment chouette. Alors, Stop Making Sense, c'est un album, bien sûr, mais c'est aussi le film, la captation, qui est enregistré dans une salle à Los Angeles, si je ne dis pas de conneries. Bon, et voilà, quoi. Je veux dire, là, voilà, c'est un peu... Je vais pas comparer ça à The Wall, mais quelque part, si, c'est un des trucs les plus importants en termes d'originalité. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça défonce tout, ça défonce tout le monde. Bien sûr. Et puis voilà, David Byrne, qui est, je trouve, pas reconnu à sa juste valeur. Encore une fois, je radote, enfin, quoique pas tant que ça. Mais vraiment, David Byrne, c'est un Bowie en puissance, quoi. Et pas qu'en puissance, c'est un Bowie. Et c'est pas un Bowie, c'est un Byrne, quoi, tu vois. Et il est formidable. Et donc, le principe du concert, tu me dis, pas comme c'est ton numéro 1, le principe du concert, c'est que Byrne arrive tout seul avec son Ghetto Blaster, donne cette version incroyable de Psycho Killer, et petit à petit, un musicien sur chaque morceau arrive jusqu'à ce qu'il y ait tout le groupe sur scène, quoi. C'est ça, en gros. Et, plus des musiciens additionnels. Plus des musiciens additionnels. On a Bernie Worrell, quand même, de Funkadelic. Rendons-lui un grand hommage, il nous a quittés il y a pas longtemps. Et puis, il y a Tina qui saute sur place, qui est magnifique, avec son mec à la batterie derrière, qui se disent, ouais, Tom Tom Club, c'est quand même un peu mieux. Il y a tout ce côté... finalement, là, je vois le tracklisting du LP, c'est vachement plus court, non? Oui, c'est beaucoup plus court. Oui. Donc en DVD, ça doit être bien plus copieux, le film en tout cas, parce que là, je vois même pas le morceau du Tom Tom Club, tu vois, sur le LP. Donc ils ont dû dire non quand même pour le. Il y avait un special edition là. Il doit être très sympa. Voilà. Ouais, mais non, j'y crois pas. C'est des albums. Voilà. Ouais, c'est plus complet, ouais. Voilà. Mais Flippy Floppy. Non, voilà. Et puis c'est un truc que j'ai découvert sur le tard. Et puis évidemment, la fameuse scène sur Girlfriend is Better avec le costume trop grand de David Byrne qui danse avec. C'est exceptionnel. Mais c'est marrant. Exceptionnel. Est-ce que les Talking Heads sont encore importants? Est-ce que ça restera? J'ai peur que non. Personne ne te parle de ça. Après, on est en France, hein, donc forcément, c'est sûr que moi, si je parle à mes collègues dans le 20e, personne ne connaît. Mais allez, les gens connaissent un peu Psycho Killer en France parce qu'il y a Qu'est-ce que c'est enfin, qu'il y a des paroles en français, mais j'ai l'impression que c'est un groupe qui est complètement boudé. Non toi, nous, on traîne toujours dans des sphères de musiciens, donc on te connaît. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un groupe qui soit reconnu à sa juste valeur, quoi. Peut-être pas. Après, on peut rien y faire, mais en tout cas, vraiment, allez-y, regardez ça, vous allez faire putain, c'est vachement bien, j'ai découvert un truc là. Tout le monde me dit, t'écoutes pas les trucs récents, mettez-moi un truc récent de 2017 où il y a un mec comme David Byrne et un film comme ça, quoi. Je veux dire, moi là, je suis preneur et je suis le premier à faire un podcast dessus. Non, mais vraiment, croyez-moi, il n'y a pas de. Voilà, si je passe à côté de trucs, c'est par paresse intellectuelle, mais sinon, voilà. Donc voilà pour mon numéro 2, qui donnera ton numéro 2, parce que ton numéro 1, c'est donc ça. Ouais, absolument. Et ton numéro 2, ça peut pas être Atlantic City, donc tu n'auras pas de Rolling Stone dans les 80s de ta part. Non. Oh, est-ce qu'il va mettre Atlantic City pour faire rire les gens? Non, t'as bien fait de pas le faire. Même moi, je l'ai pas fait. Dis-moi. Non, mon numéro 2, c'est là, j'ai beaucoup hésité parce que heureusement qu'il existe et qu'il est là pour donner autant de matériel maintenant pour rêver tout le temps. Évidemment, Bruce Springsteen. C'est beau. Et là, j'ai dû choisir entre beaucoup de choses, mais j'ai choisi le Nassau Coliseum du 31 décembre, du 31 décembre 1980. Donc concert de la nouvelle année sur la tournée The River. Et que Springsteen a ressorti récemment. Parce qu'il sort des concerts complets de toutes ses tournées uniquement. Mais celui-là, c'est celui qui est dans le. Pas du tout. C'est pas celui qui est dans mon coffret? Non. Alors c'est Tempe? Non. Dans mon coffret? Ouais, c'est ça. Pas non, alors. Et là, c'est ça que j'ai choisi. Happy New Year, quoi. Voilà. Là, on tombe sur une édition bootleg très pourrie. T'as la setlist. Voilà, la setlist est incroyable. Il fait le décompte en direct pour la nouvelle année, bien sûr, parce qu'évidemment, le concert dure 4 heures. Juste après, il chante en fait In the Midnight Hour. Ah ouais. Et donc il arrête la chanson d'un seul coup pour faire le compte à rebours et il reprend de plus belle. De fantastiques versions des chansons de The River. Il joue tout The River quasiment. Ouais, quasiment tout. Il reprend Will Stop the Rain de Creedence Clearwater Revival, This Is Your Land
Merde, comment s'appelle-t-il? Woody Guthrie. Oui. Donc, il fait pas grand-chose les deux premiers, hein. Ah, ma grande déception. Santa Claus, il fait Sandy quand même. Spirit in the Night aussi, ouais. Magnifique version de Sandy. Ouais, mais c'est trop peu pour moi. Et non, c'est absolument. Là, le groupe joue au diapason. C'est là où il y a cette version de Rosalita complètement folle. Ouais, bah. Avec ils sautent sur le piano et tout. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ça. C'est complètement fou. C'est une sublime version de Wreck on the Highway, la dernière chanson de The River, qui est vraiment une chanson que j'adore. Chanson très crépusculaire comme ça qui annonce presque Nebraska. Non, c'est vraiment un live sublime, mais j'aurais aussi pu choisir un des deux lives sortis de la tournée de Born in the USA, parce qu'il y a toutes les versions réorchestrées des chansons de Nebraska avec tout le groupe, c'est superbe. Même des versions de la tournée Tunnel of Love aussi en 88, augmentées par la tournée de cuivre. Enfin bon, les Springsteen en live, c'est quand même le must. D'ailleurs, on en a déjà parlé, je pense, dans le podcast sur le live dans les années 70. Hein, ouais, bien sûr. La Mère Smith au démon. Bien sûr. Ah ouais, super choix, bien sûr. Super choix, et ben pour finir, et puis pour vous laisser... avec une Madeleine de Proust éternelle pour Antoine, évidemment, c'est les Spend the Night Together des Rolling Stones. J'ai beaucoup hésité parce que je suis un friand de cette tournée 80-82 qui est décriée pour beaucoup. Pour moi, c'est la dernière vraie tournée des Stones, la vraie, que dans le sens, la dernière qui n'est pas de l'ère Michael Cole, qui n'est donc sans cœur, et qui est basé encore sur un répertoire qui est basé sur donc les 3 derniers disques globalement. Et pourquoi Parce qu'il n'y avait pas encore eu le catalogue qui était ressorti, non? En CD, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça que tu voulais me faire dire. Non, puis voilà, puis c'est du punk en stade, quoi. Je veux dire, si vous arrivez à sortir de vos oreilles l'horrible sax d'Ernie Watts, qui par ailleurs est un excellent saxophoniste, mais qui a un peu le tic du street band, justement, de se balader un peu entre les paroles, qui est un peu lourdeau, je veux dire, voilà. Et puis j'ai choisi les Spend the Night Together, ça va en faire hurler plus d'un, parce que tous les puristes préfèrent Hampton ou Leeds 82, que moi j'adore aussi, mais en fait, c'est la façon de filmer, quoi, de Hall Ashby qui est juste incroyable. On a des plans fixes qui durent quasiment 2 minutes des fois, et donc on a vraiment l'impression de se retrouver dans ce stade horrible, avec ce décor en carton-pâte, et les Stones qui revisite de façon vigoureuse un répertoire donc axé sur Some Girls et Emotional Rescue, Tattoo, plus une pléiade de reprises qu'ils ont pu refaire après, hein. On peut citer le 20 Fate Rock d'Eddie Cochrane, le Going to Go-Go des Miracles, le Time Is On My Side, et le final bien sûr où ils ont un nouveau hit aussi qui mettent dans le final, qui est Start Me Up. Enfin voilà, le concert est filmé à 2 endroits, un grand stade donc qui est à Phoenix, et tu montes ça à n'importe qui, ils te disent putain, mais la taille du stade, qu'est-ce que les gens devaient voir? Je pense pas grand chose, mais je pense que le son était déjà suffisamment bon quand même pour recevoir le groupe en plein de poire. Bon, les témoignages vont pas dans mon sens, hein. Tout le monde a été hyper déçu à l'époque à Auteuil en 82 parce que il n'y a absolument pas les morceaux phares des Stones, hein. C'est une tournée où ils ne jouent pas Sympathy for the Devil, Midnight Rambler, Gimme Shelter, Street Fighting Man, tout ça n'est pas joué, hein. Donc les gens faisaient un peu la gueule à l'époque, mais ça reste une tournée vraiment rigolote. Il n'y avait pas encore d'écran géant, donc pour que ça coûte moins cher en lumière, on faisait les concerts à 17-18 heures, donc c'est en plein jour. Du coup, Jagger s'habille avec des pantalons jaunes, des pantalons comment on dit, Colgate, rouge et blanc, et gesticule comme un pantin. Enfin, ça devient un peu risible, mais derrière c'est toujours aussi sérieux, quoi. C'est toujours le même groupe de garage qui a débuté à Richmond, qui joue rapidement. Bon, Jagger chante, moi je trouve magnifiquement, même s'il a tendance à un peu gueuler. Voilà, et puis Keith Richards devient Keith Richards sur cette tournée avec son t-shirt blanc déchiré et un son dément. Regardez toutes les intros du Get What You Want, enfin dans le film, hein, ça suffit. Voilà, pour moi il n'y a rien de mieux, quoi. Donc j'avais mis Leeds 82 dans ma première playlist parce que c'est authentique et que c'est que des gros plans, etc. Mais vraiment pour la beauté du film qui est filmé en 35, donc c'est un film de commande. Al Ashby, c'était un vrai réalisateur de ciné, quoi.
Voilà, c'est juste, les images sont merveilleuses, notamment la partie stade, enfin tout est génial. Les versions sont écourtées en plus, donc vous n'avez pas les versions qui ont tendance à traîner sur cette tournée. Les Beast of Burden de 6 minutes sont réduites à 3 minutes, ce qui pose des problèmes aux vrais fans, parce que c'est pas un témoignage fidèle. Mais l'un dans l'autre, les 90 minutes sont vraiment parfaites et vous n'avez pas besoin de plus. Et c'est avec ça que je suis rentré dans le rock'n'roll, donc pour finir, ça me paraissait, voilà. Pour être honnête avec moi-même, c'est vraiment ça que je choisis pour mon numéro 1. Et les Rolling Stones, on reparlera peut-être dans les années 90 ou 2000, probablement, ça c'est certain. Mais en tout cas, superbe, aucun match, si, un match, les Talking Heads, ce qui veut quand même dire que c'est le meilleur film quasiment de rock des années 80, voire de l'histoire de la musique. Oui, de l'histoire de la musique. On est d'accord. Je suis même pas sûr qu'on ait parlé de Woodstock. De Woodstock, pourquoi non, je pense à ça, parce que dans les grands trucs... je suis pas sûr que dans les 60s ou les 70s on ait parlé du film Woodstock. Enfin, je suis pas sûr. Je pense à ça parce que ça fait partie des 10 films de concert importants, quoi, tu vois. Oui, enfin, bref, peu importe, hein, mais je sais que toi, c'est pas un film important pour toi. Non, je pensais à d'autres films qu'on aurait pu oublier parce qu'on est déjà. Le prochain épisode live, ça sera les 90s et il y aura pas mal de choses à dire parce que. C'est l'ère des gros concerts. Très sympa. Très sympa, ça va être. En tout cas, je te remercie de ta présence. Un long podcast de plus d'1 heure, comme on les aime, nous, et vous, j'espère un peu. Gros bisous, et allez tout de suite visionner Under My Thumb dans les Spend the Night Together. Gros bisous.